On va donc regarder le quatrième épisode des prérequis qui est consacré au titre hybride. Hybride, ça veut dire que c'est un mélange de deux choses, qu'on ne va pas tarder à le découvrir. Alors, panorama, on va parler des bons de souscription, on va parler des obligations convertibles, des actions de préférence, puis d'autres titres hybrides. Parmi eux, les obligations remboursables en actions, qu'on appelle ORA, les dettes super subordonnées, les obligations échangeables. Voilà. Ils sont hybrides parce qu'il y a une partie de dette, il y a une partie de capitaux propres, avec parfois un élément optionnel. Ils sont complexes, mais ils sont très utiles parce qu'il y a beaucoup de flexibilité à travers ces titres pour les directeurs financiers et les investisseurs. C'est pour ça qu'ils existent. Alors, on va regarder le premier, c'est le bon de souscription. Bon, un bon de souscription, qu'est-ce que c'est? C'est un titre financier qui permet à son détenteur de souscrire à un autre titre financier à émettre, une action, une obligation principalement, pendant une période donnée, dans une proportion et un prix fixés à l'avance. Bon, alors, les bons de souscription, ils peuvent être attachés à une émission d'actions ou d'obligations ou être émis tout seuls, autonomes. Quand ils sont attachés pour acheter des actions, on les appelle parfois en anglais equity sweeteners ou equity kickers. Les bons de souscription peuvent être émis et distribués aux actionnaires existants sans frais. Ce qui est très important de comprendre, c'est que lorsqu'un titre a été émis avec des bons de souscription attachés, à l'émission, les titres et les bons sont ensemble. On ne peut pas acheter l'un ou l'autre, c'est un package, c'est l'un et l'autre. Mais le tout se scinde en deux parties dès lors que l'émission est terminée. Et chacun va vivre sa vie indépendamment de l'autre, à son rythme, comme si immédiatement après on les séparait. Ils ont leur vie propre. Les bons peuvent être cotés séparément après l'émission des actions et des obligations auxquelles ils étaient attachés. Bon, un bon de souscription, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est une option d'achat, ce que les anglo-saxons appellent un call, et rien d'autre. C'est très flexible, un bon de souscription, c'est pour ça que c'est très populaire pour les directeurs financiers. Parce que je peux fixer avec un bon de souscription la date de l'augmentation de capital futur. Il suffit que je modifie la période d'exercice de mes bons. Soit je fais une période d'exercice courte, soit je fais une période d'exercice longue, soit je fais une période d'exercice entre les deux. On fait ce qu'on veut dans ce domaine, on a une liberté contractuelle. Le montant des fonds recueillis, parce que voilà, j'émets un bon par obligation, mais rien ne m'empêche de mettre 2 bons par obligation, et je peux alors trouver 2 fois plus de fonds, ou 3 bons par obligation, ou 4 bons par obligation, autant que je veux. Et puis prix d'émission, je peux le mettre à un niveau plus ou moins élevé. Donc j'ai une très grande liberté là-dessus pour fixer une date d'une augmentation de capital future et le montant des fonds que je veux recueillir. Donc là, je vous fais un petit exemple. Voilà, j'ai une obligation, j'ai émis des bons attachés à une obligation. L'obligation était sur 5 ans. Rien ne m'empêche de faire des bons de souscription, échéance 3 ans, échéance 7 ans. Ils ne sont pas du tout liés à l'échéance de l'obligation. Ça sera fonction de mes besoins de fonds que j'anticipe dans mon plan de développement. J'ai une totale liberté sur le montant des fonds que je vais lever aujourd'hui versus celui que je vais lever peut-être plus tard grâce à l'exercice de mes bons. C'est deux choses qui sont complètement déconnectées. Donc j'ai une très grande liberté, une très grande flexibilité à ce niveau-là. Et je peux même très bien émettre une obligation à 5 ans avec des bons à 3 ans. Au bout de 3 ans, les bons sont exercés. Je récupère le produit d'exercice des bons et pendant 2 ans, j'en jouis avant que le remboursement de l'obligation vienne à échéance. Vous vous rappelez, l'obligation avait 5 ans au départ. Et donc, j'ai vraiment une très grande flexibilité, une très grande liberté. Et c'est pour ça que c'est très populaire. Alors, les bons de souscription, c'est largement utilisé en finance entreprise. Parce qu'une compagnie en difficulté, une entreprise en difficulté qui veut faire une augmentation de capital, elle peut distribuer gratuitement aux anciens actionnaires des bons de souscription. Et si l'entreprise se rétablit, eh bien, ils feront une plus-value à cette occasion-là. Et c'est donc une façon pour les intéresser spécifiquement au rétablissement de l'entreprise, alors même que très probablement, ce ne sont pas eux qui auront contribué le plus à apporter les fonds nécessaires dans l'augmentation de capital pour assurer le retournement de cette entreprise. Pareil, dans le cas d'un abandon de créances, c'est-à-dire des prêteurs qui renoncent à demander le remboursement de leurs dettes parce qu'ils savent que ça mettrait l'entreprise en faillite, eh bien, on peut très bien leur donner des bons à ces créanciers, des bons de souscription d'actions, qui, si l'entreprise se redresse effectivement,
acquerront beaucoup de valeur. Et en vendant ces bons, ils trouveront en quelque sorte une compensation au crédit qu'ils ont abandonné. Et donc, ça permet de réconcilier les intérêts normalement divergents pour les entreprises en difficulté, entre d'un côté les créanciers et d'autre côté les actionnaires. Alors, dans les opérations de LBO, le LBO est une opération qu'on verra ensemble dans la 3e semaine de ce 3e module, lorsqu'on regardera la politique financière par endettement de l'entreprise. Les bons de souscription sont parfois utilisés pour offrir une rémunération complémentaire aux porteurs de dette mezzanine, voire au management. Et c'est là qu'on retrouve le terme anglais de equity kicker. Et puis, les bons de souscription sont parfois utilisés comme une alternative aux stock options afin de motiver le management, puisque ça permet d'acheter pendant une période donnée, à un prix fixe, des actions dont on espère que grâce au surcroît de motivation du management, leur valeur progressera dans le temps, enclenchant ainsi l'exercice de ces bons et permettant d'enrichir de façon plus ou moins importante le management de l'entreprise. Alors, l'obligation convertible, maintenant, qu'est-ce que c'est? L'obligation convertible, c'est une obligation classique. Simplement, il y a une option qui est incluse, c'est-à-dire qu'au remboursement, le détenteur de l'obligation convertible a le choix entre deux choses. Il a le choix entre soit avoir, comme dans une obligation classique, un remboursement en cash de son obligation qui est remboursé, qui donc disparaît de ce fait-là, et puis il a reçu du cash en contrepartie. Soit il a le droit d'échanger cette obligation, donc de renoncer à recevoir en cash son remboursement, et il a le droit de l'échanger contre un nombre déterminé à l'avance d'actions de l'entreprise émettrice des obligations convertibles. Ce qui veut dire que pour l'entreprise émettrice, elle n'a pas à sortir les liquidités nécessaires au remboursement de la dette obligataire, et cette obligation convertible, d'où le terme, se convertit pour elle de dette en capitaux propres. Alors, dans une obligation convertible, il y a ce qu'on appelle la prime de conversion. La prime de conversion, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage pour lequel le prix des conversions excède le prix actuel de l'action. Autrement dit, si j'ai une prime de conversion de 60%, par exemple, eh bien, il faut que le cours de l'action monte de 60% d'ici l'échéance de l'obligation pour que l'obligataire, le porteur d'obligation convertible, ait intérêt à demander non pas le remboursement en cash de son obligation, mais le remboursement de l'obligation par échange contre des actions de l'entreprise. Alors vous comprenez bien que plus la prime de conversion est élevée, plus la probabilité que l'obligation soit à la fin convertie en action est faible, et vice-versa. Maintenant, si on regarde la valeur d'une obligation convertible, on a vu dans une obligation convertible, on avait deux parties. On avait une obligation normale, classique, que les Anglais appelaient plain vanilla, et qu'on a une option d'achat, une option d'achat d'actions. Et donc, la valeur de l'obligation convertible, c'est la somme des deux. La valeur de l'obligation classique plus la valeur d'une option d'achat. Ce qu'on peut représenter par un dessin. Vous voyez, dans ce dessin, vous avez en bas un premier rectangle qui est la valeur de mon obligation, qui est la même quel que soit le cours de l'action, et puis va se rajouter la valeur de l'option. Bon, la valeur de l'option, c'est une option d'achat, donc ce qui veut dire que plus la valeur de l'action vaut cher, c'est-à-dire plus vous vous déplacez vers la droite, plus mon option a de la valeur. C'est sûr que pouvoir acheter avec un prix d'exercice de 100, par exemple, une action qui vaut 110, 120, ça a de la valeur, c'est intéressant. Mais si cette action vaut 200, si j'ai le droit de l'acheter à 100, c'est quand même plus intéressant d'avoir ce droit qui a donc plus de valeur que si l'action valait simplement 105 ou 110. Et puis que finalement, ce droit d'acheter à 100 une action, pour encore quelques années, si l'action vaut 3 francs 6 sous, si l'action vaut 20 euros, une option d'acheter à 100 euros une action qui vaut 20 euros, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui vous explique que du côté gauche de ce dessin, la valeur de l'option, ça ne vaut plus rien, quoi. Ça ne vaut plus rien. Et dans ce cas-là, la valeur de l'obligation convertible, c'est intégralement la valeur de l'obligation. Et donc, ce qui fait que lorsque la valeur de l'action est basse, la valeur de l'obligation convertible se comporte comme une obligation, c'est principalement influé par la dette. Et lorsque la valeur de l'action a largement dépassé sa valeur de remboursement, le prix de conversion,
La valeur de l'obligation convertible est influencée par la valeur de conversion, c'est-à-dire par le cours, par la valeur de l'action. Alors, c'est un produit insécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre d'un côté l'obligation nue et de l'autre côté l'option d'achat. C'est un tout, l'obligation convertible, ça ne se sépare pas. On présente pour l'investisseur l'obligation convertible souvent comme un produit miracle, car elle le protège à la baisse, compte tenu de la composante obligataire, tout en lui permettant de bénéficier de la hausse de l'actif sous-jacent. En effet, il achète une option d'achat sur l'action sous-jacente parce qu'en retour, il accepte un taux de rentabilité sur l'obligation plus bas que le risque de l'émetteur ne le justifie. Et pour l'émetteur, on présente parfois l'obligation convertible pour la panacée, en disant, dans un premier temps, vous émettez de la dette à un taux d'intérêt inférieur au taux normal, parce que c'est comme ça que vous faites payer l'option de conversion aux investisseurs. Et donc, c'est de la dette sympathique, ça vous coûte moins cher que si vous vous étiez endetté dans une obligation classique. Et puis, ultérieurement, vous allez pouvoir émettre des capitaux propres à un prix supérieur à leur valeur d'aujourd'hui, aujourd'hui étant le montant de l'émission. Et donc, quand on regarde ça, on se dit que c'est génial. Pile, je gagne moi l'émetteur, et face, toi tu perds l'investisseur. Donc comme ça paraît un produit miracle. Mais attention, en finance, il n'y a pas de miracle. Au mieux, il y a des mirages. En effet, qu'est-ce qu'on regarde? C'est un mirage, ici. Si une entreprise est capable d'émettre des obligations à un taux d'intérêt en dessous du coût normal de sa dette, c'est qu'en contrepartie, elle accepte d'émettre dans l'avenir des capitaux propres à un prix inférieur à la valeur de l'action d'alors, c'est-à-dire pas au moment de l'émission, mais d'alors au moment où je fais la conversion de l'obligation convertible. Si j'ai un prix de conversion à 130 et que le cours des actions à ce moment-là est de 150, eh bien, je vais émettre des actions à 130. Alors que si j'avais fait une augmentation de capital, j'aurais pu émettre des actions à 150. Les investisseurs actuels, mes actionnaires, seront donc dilués dans de mauvaises conditions de prix pour eux, puisqu'ils vont être dilués sur la base de 130 et non pas sur la base de la valeur de l'action du moment de 150. Donc, gardez de ce petit exemple qu'il n'y a pas de miracle en finance. Quand vous en trouvez un, regardez vraiment bien, parce que la plupart du temps, c'est un mirage et pas un miracle. Alors, le coût apparent de l'obligation convertible est bas. Rappelez, on s'endette à un taux inférieur au taux du marché, seulement parce que son vrai coût est partiellement caché. Il est partiellement caché parce qu'on vend des options d'achat aux investisseurs qui sont dans le produit, noyés dans le produit. Et ces investisseurs les payent en acceptant un taux de rentabilité sur l'obligation plus bas que ne le justifie le risque de l'entreprise. Autrement dit, le véritable coût de l'obligation convertible, ce n'est pas uniquement simplement le coût de l'intérêt, mais c'est le coût de la dilution dans des conditions peu sympathiques. Rappelez-vous dans la slide précédente, si l'obligation convertible est convertie à 130, c'est parce que le cours est au moins de 130, mettons 150. Et donc c'est ce que j'appelle des conditions peu sympathiques de dilution, puisque je suis obligé d'émettre à 130 des actions alors que je pourrais les émettre à 150. Les actions de préférence maintenant. Alors, les actions de préférence, ce sont des titres financiers qui bénéficient d'avantages économiques par rapport à des actions ordinaires. En général, c'est la contrepartie d'une absence totale ou partielle de droit de vote. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme avantage qui peut être conféré aux actions de préférence? On a parfois un dividende plus élevé que celui payé aux autres actions, qu'on appelle les actions ordinaires. On a parfois une priorité dans la distribution de dividendes. On distribue d'abord le dividende aux actions de préférence, puis s'il reste de l'argent, on en versera aux autres actions, aux actions ordinaires. Mais s'il ne reste pas d'argent, on n'en versera pas aux actions ordinaires. Et puis, on peut avoir un dividende cumulatif, que si une année on n'est pas capable de verser un dividende aux actions de préférence, eh bien, ce dividende n'est pas perdu, il est reporté sur l'année suivante. Et sur l'année suivante, on devra verser 2 dividendes aux actions de préférence. Enfin, pour autant que les résultats sont suffisants. Puis s'ils ne sont pas suffisants la deuxième année, eh bien la troisième année, on devra en verser 3 fois. Alors, la valorisation des actions de préférence est assez complexe à faire parce que leurs caractéristiques sont très très variées. Bon, cela dit, dans le principe, ça se fait comme une action ordinaire, en prenant en compte un potentiel de flux de dividendes plus élevé que l'action ordinaire, plus la valeur des éventuels privilèges.
moins une décote de liquidité, parce qu'on observe en général que les actions de préférence sont moins liquides que les actions ordinaires, puisqu'il y a nettement moins d'actions de préférence que les actions ordinaires. Et puis une action de préférence, c'est quand même plus compliqué qu'une action ordinaire, comme il y a un coût de la complexité, si vous voulez. Bon, et éventuellement, pour autant qu'on soit capable de le mesurer, la valeur du droit de vote lorsque celui-ci a une valeur, c'est-à-dire lorsqu'il s'applique à une société qui n'est pas vraiment contrôlée, où il n'y a pas d'actionnaires qui détiennent la majorité des droits de vote. Donc la valeur d'une action de préférence, c'est assez certain. Alors rassurez-vous, il ne rentre pas dans le périmètre du cours de l'ICCF à HEC Paris de faire de vous des experts de la valorisation des actions de préférence. Bon, alors à quoi ça sert les actions de préférence? Ça peut être utile pour les sociétés qui sont en difficulté, avec une bonne chance de se redresser, mais qui, du fait de leurs difficultés actuelles, peuvent avoir du mal à attirer des investisseurs. Donc on va attirer des investisseurs en leur donnant des avantages particuliers, partant du principe qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Bon. Les actionnaires actuels, bon, une émission d'action de préférence, ça peut avoir du sens si ces actions sont privées de droit de vote, parce que ça leur permet de maintenir leur contrôle sur l'entreprise, tout en permettant à celle-ci d'obtenir des capitaux propres qui vont lui permettre de financer tout ou partie de son développement futur. Alors, ce n'est pas sans inconvénient, les actions de préférence. Il y a un coût plus élevé que celui d'une augmentation de capital traditionnelle, puisqu'on verse un dividende plus élevé. On a des complications, c'est sûr qu'avoir deux catégories d'actions, c'est plus compliqué que d'en avoir qu'une seule. Donc il y a un coût de la complexification qu'entraîne l'existence d'actions de préférence. Et donc, comme c'est complexe, il y a des problèmes de compréhension, c'est pas toujours très clair, c'est pas très fréquent, donc il y a un coût d'apprentissage, ce qui fait que souvent les actions de préférence se négocient avec une décote non négligeable par rapport à la valeur théorique. Alors, dans les autres titres hybrides, on en a plusieurs. Les obligations remboursables en actions, qu'est-ce que c'est? C'est les obligations un peu comme convertibles, sauf que, et c'est la grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'option au gré du porteur pour dire je veux le remboursement en liquidité ou je veux le remboursement en actions. Non, là on vous rembourse obligatoirement en actions. Et donc, il n'y a pas de flux financier de remboursement. C'est un produit qui est quand même beaucoup plus rare que les obligations convertibles et c'est surtout un produit qu'on trouve dans des opérations non cotées. Bon, la valeur d'une obligation remboursable en action, c'est la valeur actuelle de l'action plus la valeur actuelle des intérêts financiers avant que l'obligation remboursable en action se transforme en action. Je vous laisse lire le détail ici, je vous ai mis en caractère plus petit. Fiscalement, les ORA, c'est considéré comme des obligations jusqu'à leur remboursement, puis ultérieurement, une fois qu'elles sont remboursées en actions, comme des actions. Alors, dans les autres produits hybrides, qu'est-ce que j'ai? J'ai les dettes super subordonnées. Les dettes super subordonnées, qu'on appelle d'ailleurs parfois des dettes hybrides, tout simplement. Elles ont 4 caractéristiques suivantes. Sont des dettes d'une durée très très longue ou indéterminée. Ces titres sont les derniers avant les capitaux propres à être remboursés en cas de liquidation, d'où le terme de super subordonnés. Ils sont subordonnés à tout le monde, au remboursement de tous les autres titres de dette qui existent. Dans certaines conditions, les intérêts peuvent être suspendus, donc on peut ne pas verser d'intérêts, par exemple si on ne verse pas de dividendes, ou par exemple si l'entreprise ne respecte pas certains ratios, comme de dette sur EBE, l'émetteur a la possibilité de suspendre le paiement de l'intérêt. Et puis, il y a un mécanisme d'absorption des dettes en cas de difficulté de l'entreprise. Dans les autres produits hybrides, on a aussi les obligations échangeables. Les obligations échangeables, c'est une obligation qui est émise par une entreprise et qui est remboursable soit en espèces, soit en actions d'une autre entreprise dans laquelle la société émettrice détient une participation. Donc, à la différence d'une obligation remboursable en actions qui se transforme automatiquement en capitaux propres, d'une obligation convertible en action qui peut se rembourser si elle est convertie en capitaux propres, celle-là ne crée jamais de capitaux propres pour l'entreprise émettrice, puisque soit elle rembourse en cash, soit elle rembourse avec des titres qu'elle a en portefeuille. Donc elle se prive d'un actif, mais elle ne se crée pas des capitaux propres à cette occasion-là. En effet, à l'échéance, 2 cas sont possibles, soit le cours de l'action sous-jacente a assez monté, et dans ce cas-là, les investisseurs qui ne sont pas les idiots du village demandent le remboursement de l'obligation échangeable en action sous-jacente. La dette disparaît alors du bilan de la société.
ainsi que les actions sous-jacentes. Ou alors le cours de l'action sous-jacente n'a pas assez monté, et dans ce cas-là, l'emprunt est remboursé en liquidité, et la société garde alors les actions sous-jacentes dans ses actifs. C'est donc en fait une obligation échangeable, un prêt sur gage avec option d'achat consenti à l'investisseur sur des titres détenus en portefeuille. Et voilà ce que je voulais vous dire sur les autres produits hybrides. Ça nous suffira pour traiter dans de bonnes conditions ce qu'on a besoin de voir dans ce troisième module consacré au choix d'investissement et de financement. À bientôt.